Bonsoir chers téléspectateurs de UDTV. Voici encore une nouvelle émission, Ma Plume, qui reçoit aujourd'hui deux éminents professeurs. Nous avons à ma droite M. Gueye, professeur de lettres modernes au lycée ex-CM1. Et à ma gauche, M. Diamanka, professeur aussi de lettres modernes au lycée franco-arabe. Alors, nous allons aujourd'hui débattre sur un point bien précis. Un point qui intéresse les classes de seconde, de première et surtout de terminale. Nous allons en vérité essayer de parler un tout petit peu de la littérature négro-africaine. Mais au préalable, j'aimerais vous présenter d'abord mes invités et leur permettre aussi de se présenter. Monsieur Gueye, vous avez la parole. Merci, M. Touré. Bonjour, chers téléspectateurs de UDTV. C'est M. Gueye, professeur de lettres modernes au lycée ex-CM1. Je salue à sa juste valeur cette initiative, cette émission qui permettra non seulement aux professeurs de français, de lettres modernes, si vous voulez, d'échanger sur la littérature en général et aujourd'hui sur la littérature négro-africaine en particulier. Et cette émission également permettra aux élèves d'avoir de plus amples informations sur la littérature en général et sur la littérature négro-africaine en particulier. Merci M. Gueye. M. Diamanka. Alors, je commencerai d'abord par vous remercier, M. Touré, évidemment pour cette belle initiative. Et partant, encourager UDTV qui a jugé nécessaire de mettre en place une telle émission dans ses programmes. Une émission pédagogique, une émission didactique qui profite à la fois aux élèves, aux collègues et à l'ensemble évidemment de la communauté éducative. Alors, ça c'est à remercier, à saluer et à encourager. Alors, peut-être que j'ai oublié de me présenter dès le début. Et je me suis rappelé et c'est M. Diamanka du lycée franco-arabe public de Dara, un établissement tout à fait particulier. Particulier parce que c'est un système à part entière. Mais il se trouve que en français surtout, les modes d'évaluation ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi quand parfois on parle d'harmonisation, vous vous rappelez la dernière fois, ça n'a pas pu aboutir. Il a fallu donc que nous on chemine à côté et vous laisser donc évaluer. Donc, Merci M. Diamanka. Alors, Univers Jolof TV, une nouvelle trouvaille. Une trouvaille qui en réalité cherche à enseigner d'une autre manière, cherche à enseigner d'une façon différente en dehors des quatre murs de l'école. La vision donc de l'émission Ma Plume est de vous donner une nouvelle façon de comprendre l'école, de comprendre les réalités qui existent à l'école, mais surtout aussi de faire des émissions qui sont capables en réalité de permettre à l'élève d'apprendre autrement. Voilà la nouvelle trouvaille donc de UDTV. Ma Plume cherche en vérité à revenir sur les enseignements apprentissage et surtout aussi sur la pédagogie de l'enseignement. Raison pour laquelle nous avons aimé en réalité inviter des professeurs qui sont actifs et qui sont à l'intérieur de l'établissement. Voilà. Alors, M. Gueye, en parlant un tout petit peu donc des difficultés que les professeurs de français le plus souvent rencontrent à l'école. Alors, nous savons qu'en réalité qu'aujourd'hui, les élèves pratiquement ne lisent plus. Et ça se répercute nécessairement donc dans les travaux que
qu'ils font en classe, surtout dans les devoirs ou encore les évaluations. Alors, quels sont les problèmes le plus souvent que vous rencontrez quand vous êtes en classe? Merci, M. Touré. Permettez-moi aussi de saluer tous les collègues professeurs dans les différents établissements. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le constat est le même et il est général, c'est-à-dire que les élèves ne lisent plus. Et ça, c'est un problème auquel nous sommes confrontés dans nos classes. Parce que le niveau des élèves devient de plus en plus faible, l'expression est défectueuse, l'expression orale, aussi bien que l'expression écrite, elles sont défectueuses. Donc, si on parvenait à demander aux élèves, ou bien si on pouvait pousser les élèves à la lecture, donc à lire davantage, ce serait bénéfique pour eux, parce qu'ils auraient à renforcer leur capacité en matière d'expression, et surtout en expression écrite. Effectivement. Alors, les élèves ne lisent plus. Et pourtant, certainement, il existe des bibliothèques, surtout dans votre établissement. Bien sûr. Donc, moi-même, j'ai eu à visiter la bibliothèque et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'ouvrages au programme. Et j'ai même demandé aux élèves de se rapprocher du bibliothécaire pour emprunter des œuvres qui sont inscrites au programme et de les lire à temps avant que l'on ne démarre l'étude des œuvres intégrales. Mais les élèves, en fait, répugnent à lire. Donc ça, c'est un constat. Voilà, donc si vous demandez aux élèves de lire par exemple une œuvre pour une évaluation donc, future, parce qu'on peut faire ce qu'on appelle des contrôles de lecture. Donc vous vous rendrez compte que les élèves ne lisent pas. En fait, ils n'ont pas lu même l'œuvre. Et de ce fait, vous aurez même des problèmes pour faire cette évaluation. Parce que simplement, donc vous vous êtes rendu compte que, en fait, parfois même les élèves ne parviennent pas à avoir l'œuvre, même si ces œuvres-là sont dans la bibliothèque, donc ils ne parviennent pas à avoir donc l'œuvre. Peut-être, je ne sais pas les raisons qui expliquent un tel fait, mais en tout cas, vous allez voir des élèves, qui, en fait, ont donc les œuvres pour pouvoir donc, les lire et répondre ultérieurement aux questions qui leur sont soumises. Effectivement. Alors, ce constat donc existe partout pratiquement au Sénégal. Nous sentons en réalité que les élèves ne lisent plus et que dans une école différente donc des écoles publiques que nous connaissions, surtout dans l'école donc du lycée franco-arabe, la lecture aussi, est-ce que ça pose toujours un problème, M. Diamanka? Effectivement, M. Touré, la lecture c'est un constat général, je ne dirais pas aussi à Dar uniquement ou Louga, c'est à travers tout le pays. Alors, dès l'instant que vous interrogez des collègues de lettres, la première inquiétude, c'est de vous dire que, attention, les élèves ne lisent pas. Les élèves ne lisent pas, le niveau est faible, et c'est avéré. Aujourd'hui, donc, on a un réel problème avec la lecture. Les élèves, je ne sais pas si c'est lié aux réseaux sociaux, parce que parfois je les taquine d'ailleurs, vous passez tout votre temps sur Facebook, sur WhatsApp et sur d'autres choses, et vous mettez à côté évidemment les livres. Alors que Montaigne nous a déjà indiqué que effectivement, lui, il entretenait en quelque sorte une amitié avec les livres. Effectivement. Son premier ami, évidemment, c'était sa librairie. Alors, dès l'instant qu'il n'avait pas quelque chose à faire, il se retire dans sa librairie. Et voilà. Il disait même que ce n'est pas, c'est inutile même de voyager à pied. On peut voyager même à partir de sa bibliothèque, excusez. Alors, les élèves aujourd'hui, la lecture pose un réel problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui est évidemment à l'origine de ce dégoût, entre guillemets. Vous demandez
à un élève le compte rendu d'un texte, il a tous les problèmes du monde. Pour vous donner évidemment même la thématique générale développée dans ce texte. Effectivement. Alors, nous sentons en réalité que ce recul de la lecture, cette démission des élèves face à la lecture est un réel problème. Et pourtant, les écoles sont aussi fournies de bibliothèques qui sont accessibles à tous. Mais malheureusement, on sent en réalité que cette démission est plutôt calquée vers l'Internet. Est-ce que cette situation des réseaux sociaux existe aussi dans votre établissement? Oui, effectivement, c'est quelque chose que je dirais qui est à la mode aujourd'hui. Que vous soyez à, je n'aime pas donner de nom, quelle que soit la distance, c'est-à-dire la contrée où vous vous trouvez, aujourd'hui, l'accès à l'Internet est quelque sorte démocratisé. Avec votre passe de, je ne sais pas, 100 francs ou 200, il l'appelle, et vous vous connectez automatiquement. La rue, parfois, moi, je prête attention à certains de ces élèves, tu passes, l'élève ne t'aperçoit même pas, parce que concentré sur sa tablette ou sur son téléphone portable. Dans son monde Internet. Évidemment. Alors, il est dans un autre univers, évidemment, qui est loin du livre papier. Je ne sais pas, et je croyais que là aussi, il pouvait profiter de cette occasion pour profiter des livres électroniques. Ce n'est pas le cas. On constate que vous l'interrogez sur quel volume, livre papier, il n'a aucune idée. Livre électronique, rien. Alors ça pose un énorme problème et il faudra évidemment chercher à conscientiser les élèves sur cet handicap pendant évidemment leur cursus. Effectivement, c'est un handicap, une difficulté, M. Gueye. Alors, en regardant un tout petit peu peut-être les productions des élèves ou en feuilletant un tout petit peu le cahier des élèves, qu'est-ce que vous constatez réellement? Le constat est c'est une pluralité de fautes dans la production des élèves. On ne peut pas lire 2 phrases complètes sans pour autant en déceler 5 fautes. Et cela témoigne du baisse de niveau donc, des élèves. Surtout en expression, les élèves ont des difficultés pour s'exprimer. Ils ont des difficultés pour s'exprimer. C'est la raison pour laquelle donc l'évolution est bourrée de fautes. Effectivement. Alors, si nous sentons bien, il est donc important en réalité de retrouver la lecture. D'abord pour corriger, ensuite pour découvrir. Cette amitié qui nous liait, comme le disait tout à l'heure M. Diamanka avec Montaigne, qui nous liait au livre, a totalement disparu. Et il faut en quelque sorte renouer cette nouvelle amitié. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé maintenant de chercher à enseigner les élèves autrement, en utilisant un tout petit peu les réseaux sociaux et surtout aussi l'Internet et la télévision. Ce qui nous permettrait en vérité de permettre aux élèves, si vous ne pouvez pas lire, au moins de suivre les émissions littéraires et de comprendre. Alors, voilà donc le but de cette émission. Nous vous avons invité pour revenir un petit peu sur la littérature négro-africaine. Monsieur Diamanka, si on vous demandait un petit peu de parler de la littérature africaine, d'essayer de le définir. Alors, permettez-moi, avant de revenir à votre question, de faire une sorte de flashback sur toujours le phénomène de la lecture. Alors, le problème est que, évidemment, il n'est pas... on n'interdit pas aux élèves d'utiliser les réseaux sociaux, d'emprunter donc cette voie. Mais la grande question, est-ce que les élèves, dans cet usage des réseaux sociaux, est-ce qu'ils en profitent évidemment pour se former, pour s'éduquer, évidemment, et partant donc pour approfondir leurs connaissances? Non. Le grand constat que nous faisons, c'est que généralement, on emprunte la voie des réseaux sociaux de façon déviée. On joue, on passe à autre chose, on chatte, on se photographie, voilà.
on cherche le buzz, en quelque sorte, comme on l'appelle. Effectivement. Alors, pourtant, ça devrait être une autre voie, un autre moyen, évidemment, de combler les lacunes que le professeur n'a pas pu, évidemment, résoudre, comme vous l'appelez, entre les quatre murs de la salle physique. Voilà, ça c'est un aspect. Le deuxième élément sur la lecture, c'est qu'on ne peut pas être aujourd'hui, monsieur Touré, bien dans une matière si nous ne maîtrisons pas la langue, c'est-à-dire le médium par lequel, évidemment, cette matière est enseignée. Aujourd'hui, on nous dit que les élèves sont nuls en sciences physiques. Ils sont médiocres en mathématiques. Ils ne comprennent pas la philosophie. L'outil par lequel, évidemment, ces matières sont enseignées, c'est le français. Alors, s'il s'avère que l'élève ne maîtrise pas la langue, mais comment imaginez-vous qu'il puisse comprendre les mathématiques? La mathématique n'est rien d'autre qu'une question de compréhension d'abord du langage. Effectivement. Évidemment. Alors, la philosophie, j'ai l'habitude de les taquiner, ce n'est rien d'autre que du français approfondi. C'est une question de conceptualisation. Vous êtes bien en français, nécessairement, vous serez bien en philosophie. Alors, là, c'est bouclé. Je reviens à votre question sur la littérature africaine. Je vous permettrai ou vous demanderai de... Voilà, je disais tout à l'heure que l'essentiel de la littérature africaine pourrait être en réalité au moins tenté d'être défini. Oui. Alors, si on vous demandait, en tant que professeur de français, que pensez-vous de la littérature africaine en général? Quelle tentative de définition pouvez-vous nous proposer pour un tout petit peu caler l'idée de la littérature africaine? Très bien. Même si c'est une question tendancieuse, évidemment, vouloir définir la littérature en 2 ou 3 minutes, évidemment, ce serait le plus grand piège qu'on aurait tendu à un individu. Alors, d'autant plus que je suis là, j'ai là en face de moi 2 éminents monsieur, doublement éminents, je dirais. Éminents de par leur ancienneté et éminents de par le professionnalisme dont ils ont fait montre jusque-là. Alors, définir la littérature, je ne vais pas entrer dans le cadre général, évidemment, de la définition du concept de littérature de façon générale. Puisque nous parlons de littérature africaine, je reste évidemment dans ce cadre. Alors, vouloir donner une définition à la littérature africaine, en tant que professeur de lettres, je convoquerai Lilian Kestolo. Très bien. Évidemment, Lilian Kestolo définit la littérature comme étant tout simplement l'expression d'une culture. Alors, à partir de là, je pourrais dire que la littérature africaine n'est rien d'autre que cette dimension qui suit en quelque sorte l'histoire de l'homme noir. En parlant de littérature africaine, on ne peut pas la dissocier de l'histoire de l'homme noir. C'est pourquoi Madame la professeure définit cette littérature comme étant tout simplement l'expression de la culture. La culture de qui? La culture de l'homme noir. Parce qu'elle est née, évidemment, dans un contexte où il est question donc de confrontation de civilisation et de culture. Alors, la littérature qui répond au nom de littérature africaine ne pouvait être évidemment que l'expression de l'âme nègre, je pourrais dire. Effectivement. Alors, selon Lilian Kestolo, donc, c'est l'âme nègre qui se développe à travers la littérature. Mais M. Gueye, peut-on fixer une date de naissance à la littérature négro-africaine? Oui, donc, mais en fait, fixer une date précise pour la naissance de la littérature africaine serait un peu prétentieux. Mais on peut quand même dire que la littérature africaine, surtout la littérature écrite d'expression française, donc, est d'origine très récente, parce qu'elle date du 19e siècle, du début du 19e siècle. Mais quand même, à côté de cette littérature écrite d'expression française, existait déjà une littérature orale, donc une littérature orale très ancienne, très complète et plus importante
parce qu'en fait, elle existait depuis des siècles. Mais aussi, elle était transmise de génération en génération. Effectivement. Donc, la littérature africaine d'expression française date du début, n'est-ce pas, donc, du XXe siècle, avec surtout l'avènement de l'école française. Effectivement. Donc, les Africains ont appris la langue française et ont commencé à produire, n'est-ce pas, donc, des œuvres à travers ce médium, c'est-à-dire à travers cette langue française. Donc, pour exprimer leur culture, donc, les valeurs civilisationnelles, donc, du continent noir, mais aussi donc, pour déconstruire surtout l'image que le blanc avait fait donc, du noir et du continent africain. Donc, un début de balbutiement, un début à partir du XXe siècle, nous dit monsieur Gueye. Mais monsieur Diamanka, littérature africaine, littérature française, peut-on parler de copie ou encore peut-on parler d'imitation? Bien, littérature africaine et littérature française, on ne peut pas trop les dissocier. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi parfois on essaie de préciser, il ne faut pas dire tout simplement littérature africaine et se limiter là, dans la mesure où elle n'est pas écrite dans nos langues locales. Alors il faudrait dire ou parler de littérature africaine d'expression française. Parce que écrite dans la langue de l'autre, c'est-à-dire la langue française. Alors à partir de là, il ne peut être évidemment question d'opposition catégorique. Voilà, donc, et ça me rappelle déjà Jean-Paul Sartre, qui taxait nos poètes nègres d'individus qui parfois refusent la main, je ne sais pas, ce qu'ils refusent de la main gauche, ils l'acceptent par la main droite. Alors, on ne peut pas totalement les dissocier, dans la mesure où ce sont deux types de littérature qui sont produites dans la même langue. Mais on note quand même une spécificité. Parce que la littérature, nous l'avons dit tout à l'heure, elle suit en quelque sorte l'évolution de la société. Elle suit l'évolution de l'histoire. Elle suit l'évolution de l'homme. C'est-à-dire, il y a ce qu'on va appeler le contexte de production. C'est-à-dire, quelle est la société qui produit cette littérature? Alors, en ces conditions, elle ne peut évidemment être détachée de ce milieu. Effectivement. Alors, à partir de là, la distinction qu'on pourrait tout simplement donner, c'est au niveau de la thématique développée, peut-être. Mais quant à la langue, elle reste la même. Et n'oublions pas aussi que nos anciens maîtres, nos professeurs, nos écrivains sont formés à l'école française. Et à partir de là, ils se réclament, soit de tel écrivain, de tel autre. Vous prenez l'exemple de Senghor, par exemple. Vous ne pouvez pas totalement le comprendre en ignorant Pierre Teilhard de Chardin ou Karl Marx ou d'autres. Alors, à partir de là, ils ont évidemment leur maître à eux et on ne peut que dire sur le plan thématique, il y a opposition, mais au-delà, il ne peut être question de dichotomie. Effectivement. Alors, nous sentons en réalité que, M. Gueye, que la littérature française d'expression, la littérature africaine d'expression française, en réalité, donc, il y a ce qu'on appelle l'emprunt de la langue française. Cet emprunt maintenant, peut-on dire que la langue française est capable d'exprimer les réalités africaines? Bon, on ne pourrait pas dire que la langue française peut réellement traduire les réalités africaines, parce que c'est une langue d'emprunt. Et pour traduire nos réalités, il faudrait que l'on s'exprime dans nos propres langues. Et du moment que l'on traduit, n'est-ce pas, donc, nos réalités dans une autre langue qui n'est pas la nôtre, trahirait peut-être même, n'est-ce pas, donc, ce que l'on voudrait dire. Donc c'est pourquoi je pense que la langue française ne peut pas réellement traduire nos réalités africaines. M. Gueye dit que, donc,
la langue française serait incapable en réalité de traduire toutes les réalités africaines. Cela signifie en vérité que la thématique de la littérature africaine est différente de la thématique de la littérature française. Revenons un tout petit peu, M. Diamanka, sur cette thématique. Quels sont les thèmes les plus développés dans la littérature négro-africaine? Alors là, il faut revenir au point de départ. Qu'est-ce qui a été plus ou moins à l'origine de la naissance de cette littérature dite africaine? Alors, nous savons que la littérature africaine est née dans un contexte où l'homme noir est dominé, est opprimé. Alors, la littérature africaine ne pouvait avoir comme thème majeur que l'expression de la souffrance de l'homme noir. Que l'expression, c'est-à-dire son cri de désespoir. Parce que, évidemment, M. Guy l'a souligné, elle date au début du XXe siècle. Et voilà, même si certains considèrent que c'est officiellement avec le mouvement de la négritude, mais bien avant cela, elle est déjà là, présente. Mais pourquoi on n'oublie pas René Maran jusque-là? Pourquoi on l'évoque comme étant la date de naissance officielle avec la publication de son roman Batouala? C'est parce que lui, qui au moins, dans cette multitude d'écrivains, s'est détaché et dit attention, prenant conscience évidemment de la situation dans laquelle vivaient ses confrères, il s'est dit tiens, là c'est un système à condamner, un système à dénoncer, un système à vilipender. Et à partir de là donc, la crème de cette littérature revient à dire que, c'est-à-dire sa thématique majeure n'est rien d'autre que l'expression de la souffrance du noir dominé par l'homme blanc. Donc un refus, une littérature de révolte, une littérature de refus. Qu'en pensez-vous, M. Gueye? Oui, donc je partage l'idée de M. Diamanka parce que les Africains n'ont fait qu'exprimer leur souffrance à travers leur production. Comme il l'a si bien dit, donc avec la naissance donc de Batouala, la publication autant pour moi de Batouala, de René Maran, mais il y a certains quand même qui considèrent la naissance de la littérature africaine avec surtout la publication des trois volontés de Malik, de Mapate Diagne. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent René Maran comme étant donc, un auteur qui n'appartenait pas, qui n'appartient pas à l'Afrique. Donc ce n'est pas un Africain de souche. Comme René Maran n'est pas un Africain de souche, donc on ne pourrait pas prendre son œuvre comme étant, si vous voulez, l'envol, si vous voulez, de la littérature donc, africaine. Et que l'on considère même que la littérature africaine débute réellement avec la publication donc, des trois volontés de Malik, de Mapate Diagne. Alors, vous vous plongez justement donc dans le genre romanesque. Nous sentons que les élèves, en réalité, quand on parle de littérature négro-africaine, pensent que la littérature négro-africaine se limite essentiellement donc au genre romanesque. C'est leur pensée. Mais en vérité, il existe certainement d'autres genres qui ont eu à être évolué aussi dans la littérature négro-africaine, M. Diamanka. Évidemment, oui. D'ailleurs, vous m'avez aidé. Vous avez dit non pas littérature africaine tout court, mais littérature négro-africaine. À partir du moment où vous empruntez cette expression, donc cela signifie que la littérature va au-delà des frontières du continent africain. Quel que soit le lieu, évidemment, que vous soyez uniquement, ou vous vous réclamiez nègre, noir, appartenant à cette culture, votre œuvre peut être qualifiée ou bien intégrée dans la catégorie des œuvres qui circonscrivent la littérature africaine. Alors, c'est pourquoi, donc, sinon on n'aurait pas parlé de Damas, sinon on n'aurait pas parlé de Césaire ou ailleurs. Alors, donc, il faut considérer que les Antilles ne sont rien d'autre, ou les Antillais ne sont rien d'autre que des descendants d'esclaves provenant de l'Afrique. Alors, à partir de là, ils se réclament noirs, ils se réclament nègres, et leur littérature ne peut être que considérée comme étant ou appartenant à ce vaste ensemble qu'on appellerait la littérature, comme vous l'avez dit, négro-africaine d'expression française. Alors, je reviens à votre question. Les élèves, évidemment, ils pensent que dès l'instant qu'on parle de littérature africaine, mais pas littérature africaine uniquement, dès l'instant qu'on parle de littérature, c'est le roman. Littérature égale roman. Ils vont jusqu'à
même un tout petit peu se fonder sur ce raccourci extrêmement étroit. Non. Comme dans toutes les littératures, en littérature négro-africaine, il n'y a pas que le genre romanesque. Il n'y a pas que le genre romanesque. Même si ce sera par la suite le genre le plus visé, le plus adopté par la nouvelle génération, mais il existe tous les autres genres littéraires. Nous avons la poésie en littérature négro-africaine, nous avons le théâtre en littérature négro-africaine, nous avons le conte, nous avons la nouvelle. Et ce sont les mêmes genres que nous retrouvons dans les autres types de littérature, et particulièrement la littérature française. Effectivement. Donc la littérature négro-africaine ne se limite pas essentiellement au genre romanesque, mais dépasse ce genre pour toucher à la poésie, à la nouvelle, au conte, comme le dit M. Diamanka. Mais M. Gueye, si nous touchons essentiellement au roman négro-africain, il est dit que le roman négro-africain fonctionne sous forme de périodes. Quelles sont les périodes du roman négro-africain? Merci M. Touré. En fait, on fait une classification du roman négro-africain en 3 grandes périodes. Donc une première période allant de 1920 à 1945, une deuxième période allant de 1945 à 1960, et une troisième période allant de 1960 à nos jours. Et on arrive, n'est-ce pas, donc à donner une à trouver une appellation pour chaque période. Pour la première période, c'est-à-dire celle allant de 1920 à 1945, on y trouve, n'est-ce pas, donc comme appellation la littérature du consentement. Et la deuxième période est appelée littérature de contestation, et la troisième période est appelée la littérature du désenchantement. Donc 3 périodes, 3 appellations différentes, 3 appréciations aussi différentes. Monsieur Diamanka, toujours dans le roman négro-africain, nous avons senti en réalité que Monsieur Gueye vient de parler de consentement. Notre professeur à l'université de Saint-Louis, Feu Kabakolo, disait que c'est une période de conformisme intégral. Donc, une période de collaboration. Pouvez-vous revenir sur ça, la collaboration ou la conciliation? Cette première période, on a tendance à la subdiviser, comme il a dit, en 3 tendances, en 3 périodes. La première étant évidemment la période dite du consentement, consensus, etc. Alors, cette période n'est rien d'autre que l'époque pendant laquelle les écrivains qui se disent représentants de la littérature considèrent l'entreprise coloniale comme étant quelque chose de bénéfique. Alors, ils considèrent que la venue de l'homme blanc en Afrique n'a fait qu'apporter le bien. Il ne faut pas condamner donc l'esclavage, il ne faut pas condamner le régime colonial, il faut donc sentir évidemment, comme on l'appelle entre guillemets, les bienfaits de la douce France. Alors, ça c'est la première, il a parlé des 3 volontés de Malik, et de Force-Bonté, de Bakary Diallo, etc. Alors, c'est la raison pour laquelle on ne les considère pas essentiellement comme étant de la littérature purement africaine, c'est-à-dire qui répondent aux exigences, aux attentes de l'homme noir. Alors, il y a cette séquence, et la séquence qui va suivre, évidemment, toujours dans le cadre de la collaboration, c'est celle-là qu'on va appeler la conciliation. Alors, dans cette deuxième phase, toujours on est dans la grande époque de 20 à 45. Alors, dans cette deuxième phase, il est question essentiellement de tenter de concilier culture noire et culture occidentale. Alors, on a ici l'exemple de Karim, Ousmane Diop, Mirage de Paris, etc. Si vous voulez encore de Dogissimi, de Boulazoumé, etc., qui s'inscrivent dans cette veine consensuelle, c'est-à-dire il faut tenter de réconcilier
point, pas de dichotomie, pas d'opposition. Il faut chercher un tout petit peu le mariage. Et vous verrez que vers la fin, les autres ne feront que reproduire. Parce que ça a été tenté par ces premiers. Et quand Senghor centrera la civilisation de l'universel ou encore les autres métissages culturels, on a déjà esquissé cela. Voilà donc pour cette première période, les deux tendances ou deux phases qui ont eu à marquer la littérature. Chers téléspectateurs de IDTV, vous nous suivez donc sur MAPLIM, l'émission pédagogique, l'émission qui révolutionne un petit peu l'école. Nous avons reçu aujourd'hui sur ce plateau M. Gueye, professeur de français au lycée ex-CM1, et M. Diamanka, professeur aussi de français au lycée franco-arabe. Voilà. Alors, nous débattions tout à l'heure donc sur la périodisation du roman négro-africain. M. Diamanka a parlé de la première période et est revenu un petit peu sur la période de collaboration et surtout aussi sur la période de symbiose culturelle. En vérité, cette période va aboutir en quelque sorte à ce qu'on appelle une prise de conscience dans la seconde période. Dans la seconde période qu'on appelle la période de dénonciation. Monsieur Gueye, comment s'est passée cette période de dénonciation? Merci, M. Touré. Cette période coïncide avec la contestation de la colonisation. Donc il ne faut pas perdre de vue que dans la première période, on nous chantait les bienfaits de la colonisation, comme l'a si bien souligné tout à l'heure M. Diamanka. Dans la deuxième période, les Africains, les écrivains africains vont montrer les dégâts causés par le système colonial. Et 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les Africains ont participé à cette guerre par le déploiement des tirailleurs sénégalais. Et là, ils ont découvert le blanc sous son vrai visage. Parce qu'à l'époque, on nous montrait un blanc qui sortait de l'ordinaire, un homme extraordinaire, donc entre guillemets, un blanc qui était toujours bien portant, donc qui ne vieillissait pas. Et l'administration coloniale faisait exprès de mettre toujours à la tête de la colonie un jeune. Et dès qu'il faisait 6 mois, on le remplaçait avec un autre. C'était tout simplement pour montrer le mythe de l'homme blanc. Et les tirailleurs qui étaient partis en guerre ont découvert en Europe des blancs infirmes, des aveugles, des mendiants et surtout des blancs qui étaient, des soldats qui étaient derrière les noirs pendant la guerre. Les noirs étaient, comme le disait Senghor, les chairs à canon. Donc c'est eux qui étaient devant et qui essuyaient les balles des ennemis. Donc dès le retour, ces tirailleurs vont démythifier le blanc, c'est-à-dire ils vont récuser la supériorité de l'homme blanc. Parce que dans la première période, en fait, on nous disait que blanc égale civilisation et noir égale sauvagerie. Dans la deuxième période maintenant, l'équation qu'on va nous présenter est la suivante. Noir égale civilisation. Donc les noirs vont montrer que eux aussi ils ont une civilisation et ils vont montrer les défauts du système colonial. Donc c'est une littérature de récupération de l'homme blanc, une littérature de réclusion de la supériorité du blanc. Tout à fait. Alors 1921, date historique, date de la publication de Batouala. Que symbolise Batouala dans le roman négro-africain? Batouala, si vous voulez, symbolise la prise de conscience des Noirs. Parce qu'à travers Batouala, René Maran montre les exactions commises par l'administration coloniale. Et surtout l'exploitation dont sont victimes les Africains. Et la prise de parole même du héros dans Batouala, donc en personne Batouala, parce que c'est une œuvre éponyme qui porte le nom du personnage lui-même. Donc à travers la prise de parole de Batouala, c'est toute la communauté
qui a donné raison à Batouala et qui a senti effectivement que les Blancs ne sont là que pour les exploiter. Donc c'est un roman qui a tout simplement permis aux Africains de prendre conscience de leur état de dominer, soit donc, et pour pouvoir maintenant s'insurger contre soit donc, les pratiques du colonisateur. Voilà. Monsieur Diamanka, Batouala donc roman du réveil, roman de la prise de conscience, roman de changement. Que caractérise ce changement dans le roman négro-africain? Bien, merci, M. Touré, pour cette question. Alors, on dit généralement que c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà, donc c'est tout à fait vrai et c'est applicable dans l'évolution, évidemment, du roman négro-africain. On a tendance à dire, donc, de façon générale, et j'aime bien signaler ces précisions-là. On dit généralement que c'est de 20 à 45 périodes de collaboration, périodes de consentement, de consensus, etc. Alors, on oublie souvent la tête qui fait exception dans cette période-là, c'est-à-dire René Maran en question. Alors, l'œuvre est publiée en 21. Alors, vous voyez donc, c'est un volume qui fait exception dans cette périodisation. C'est un roman qu'on n'ose pas évidemment classer dans la catégorie des romans qui sont pour le consentement. Alors, c'est une précision importante à mon avis. Alors, René Maran, qui est René Maran? Maran est un Martiniquais. Alors, quelle était sa fonction? Administrateur colonial. Où? En Afrique. Quelle localité? Évidemment, une colonie française appelée à l'époque Ubangui-Sari et qui est devenue la nouvelle République centrafricaine. Après, évidemment, bien entendu, l'accession à la souveraineté. Alors, ce monsieur, étant administrateur, il constate les dérives, les exactions du système colonial. Alors, sentant évidemment son lien avec ses confrères, donc il se réclame noir, et il dirige des noirs, alors il ne pouvait pas se taire face à une telle situation. Et du coup, il se lève et rédige son roman. C'est explicite, il le mentionne même. C'est pourquoi on dit que c'est la préface qui fait ici la chose en quelque sorte. C'est pas l'ensemble du volume en question, mais la préface. C'est elle qui est explicite dans cette condamnation. C'est là que se trouve évidemment la grande question donc, de la dénonciation, du réveil, de la révolte. Alors, il constate et il le dit dans cette préface, ce roman est un roman objectif. Il ne raconte pas des histoires pour raconter, il constate des faits. Et c'est fondamental. Alors cela signifie que tout ce qu'apparemment il dit dans cette œuvre, et particulièrement dans cette partie où il dénonce explicitement le régime colonial, c'est quelque chose qui est rattaché à l'histoire. Voilà, donc c'est là la situation du nègre dominé, du nègre exploité par le blanc. Alors, c'est le roman de la prise de conscience et vous verrez donc qu'on ne peut plus se permettre de dire aveuglément que c'est de 20 à 45 l'ensemble des volumes. C'est le consentement. Une classification donc mitigée. Effectivement. Alors, M. Gueye, nous sentons aussi en réalité que ce n'est pas seulement Batouala. Si Batouala annonce la prise de conscience, il existe aussi d'autres romans qui sont apparus à cette période de la dénonciation. Citez-nous s'il vous plaît quelques romans. Bon, on peut dire que le roman même de contestation débute avec Ville cruelle des Abotos. On peut citer Ville cruelle donc des Abotos, on peut citer Le Vieux Nègre et la médaille de Ferdinand Oléno, on peut citer Une vie de boy du même auteur, on peut citer également Les bouts de bois de Ousmane. Donc voilà en quelque sorte quelques romans que l'on pourrait donc classer dans cette période de contestation. Mais ce que M. Diamanka a dit aussi est pertinent, parce que 1921 coïncide avec la période du consentement. Mais tout le monde sait que le roman de René Maran, Batouala, n'a rien à voir avec le consentement. Donc il traite des problèmes rencontrés par les Noirs
sous l'ère coloniale. Sous l'ère coloniale, effectivement. M. Diamanka vient de dire tout à l'heure que le roman de René Mara Batouala est un roman purement réaliste et objectif. Peut-on voir une similitude entre le réalisme du 19e siècle dans le roman français avec la réalité développée aussi dans le roman négro-africain? Réalité d'ici et réalité donc dans le roman négro-africain, M. Diamanka. Voilà. Je reviens un peu sur le procès du colonialisme. Alors, il faudra comprendre donc, il fait exception dans les années 20, mais il faudra attendre évidemment à partir de 45 pour voir la prolifération, la multiplication des œuvres à dimension contestataire. Voilà, donc il a cité apparemment un certain nombre de volumes qui rentrent dans ce sens. Alors, ça c'est fondamental. Alors, réalisme, objectivité, oui. Ces romans donc de contestation, évidemment, c'est d'ailleurs l'une des caractéristiques de ces œuvres de dénonciation. C'est-à-dire le réalisme qui apparaît dans ces volumes. Alors, la similitude, oui, il y a similitude. Parce que ces écrivains se réclament réalistes à l'instar des réalistes du courant littéraire français de la seconde moitié du 19e siècle. Alors, c'est-à-dire que pour pouvoir peindre avec objectivité, si vous voulez, avec impartialité, il faut d'abord voir les choses sous un certain angle. Et cela ne pouvait être que dans le cadre du réalisme. Alors, c'est pourquoi on considère parfois même, on s'interroge, est-ce de la vérité et purement vérité ou est-ce que c'est purement fiction? Alors, il y a un monsieur qui a tenté, en analysant évidemment la littérature des écrivains camerounais, un monsieur du nom de Pierre Tungini, il affirme la chose suivante. Il dit que pour ceux qui s'interrogent sur le fait que est-ce que les œuvres donc, des écrivains camerounais, est-ce que c'est totalement de la fiction ou c'est de la réalité, ce rapport réalité-fiction, il dit que il faut comprendre une fois pour toutes que la littérature camerounaise est une littérature témoignage, c'est-à-dire qui suit à peu près à la lettre la réalité historique. Certains de ces événements relatés sont parfois des circonstances réelles qui ont eu lieu effectivement. Et là, on peut faire la transposition. Vous allez évidemment dans les autres écrivains comme Bernard Dadier par exemple, vous rencontrez le même phénomène. Il est question essentiellement de réalisme. On se rapproche voilà, donc le plus possiblement on se rapproche donc de la façon la plus possible de la réalité. Alors, on se rend compte que vous lisez Climbier de Bernard Dadier, vous verrez qu'il y a ces phénomènes, des lieux qui sont racontés dans l'œuvre et qui existent réellement dans la réalité. Alors, l'exemple de la prison, où sera emprisonné le héros lui-même, en passant, est une prison qui a réellement appartient à la réalité. Alors, la révolte des paysans, évidemment, c'est un phénomène qui a eu lieu. Vous venez, il a évoqué le cas de Sembène Ousmane, par exemple, les Bourbois de Dieu. Il nous parle de la grève, nous savons que la grève des cheminots, c'est quelque chose qui a eu lieu. Donc, effectivement. vous voyez les rapports que ces romans entretiennent avec la réalité en tant que telle, c'est-à-dire l'évolution de la société coloniale. Effectivement. Alors, il serait très difficile donc de dire que le roman, en tant que genre, qui doit décrire nécessairement la fiction, décrivent aussi la réalité. Et pourtant, nous le sentons. Il a donné l'exemple tout à l'heure de Climbier. Il a donné aussi l'exemple du bout de bois de Dieu de Sembène Ousmane. Nous pouvons dire donc, sans risque de nous tromper, que ces romans de la dénonciation sont effectivement donc des romans qui transcrivent les réalités vécues par les Africains. Mais M. Gueye, au-delà de 1960, il y a une troisième période qu'on appelle la période de désenchantement. Comment s'est passée cette période? Oui, donc, c'est vrai, comme vous l'avez dit, au-delà de 1960, il y a une troisième période. Donc, une troisième période
en fait, que l'on pourrait appeler la période du désenchantement. En fait, là, l'opposition n'est plus entre les écrivains et le système colonial, mais c'est surtout entre les auteurs africains et maintenant les nouveaux dirigeants, ceux qui ont remplacé le colonisateur. Parce que vous savez, après les indépendances, il y a eu l'euphorie, c'est-à-dire que les Africains ont manifesté une certaine joie parce que la gestion maintenant des affaires leur revenait de droit. Donc, ils ont fondé beaucoup d'espoir aux nouveaux dirigeants africains, d'autant plus que ces derniers s'étaient réclamés libérateurs, bons gestionnaires, selon la version officielle. Mais on verra que rien dans leur pratique ne reflète cette bonne gestion et cette liberté, n'est-ce pas, donc, qu'ils voulaient, n'est-ce pas, donc, donner à leur population. Donc c'est une littérature, si vous voulez, du désenchantement, parce que tout simplement, les Africains ont perdu espoir, suite à l'insuite, n'est-ce pas, donc, à la gestion, donc, on perdu espoir de la gestion donc, des nouveaux dirigeants africains. Voilà. Alors, déception, désillusion. Accession aux indépendances devait être synonyme d'espoir. Et pourtant, le roman traduit le désespoir. Pouvez-vous expliquer cet état de fait? Voilà, donc c'est quelque chose quand même qui est un peu quand même, je ne dirais pas louche, mais difficile quand même à concevoir. Alors, on a combattu un système, que ce soit intellectuel, soyez intellectuel ou profane, donc, parce qu'à un moment donné, il y a eu donc ce qu'on va appeler la révolte syndicale, c'est-à-dire les masses populaires vont aller jusqu'à même se lever elles-mêmes. Alors, on accède aux indépendances, croyant donc avec le départ de l'homme blanc que tout va s'arranger. Qu'est-ce qu'on constate malheureusement? Que ceux qui accèdent au pouvoir comme étant président, évidemment, des républiques, parce que ce n'est pas une seule, alors vont devenir pires. Alors, c'est-à-dire que leur gestion du pouvoir, évidemment, va dépasser en termes de difficultés, en termes de magouille, en termes de malversation, le régime colonial même qui était en place. Alors, du coup, les intellectuels de cette génération, parce qu'il faut toujours aller avec le contexte, les intellectuels de cette génération vont se dire, tiens, nous on a combattu un système colonial et nous voyons que maintenant ce sont nos propres frères qui nous malmènent. Il faut dire non à cela. Alors à partir de là, ils font se lever. Donc, par désenchantement, on entend tout simplement le désespoir, la désillusion que ces intellectuels ont noté vis-à-vis de leurs frères qui sont au pouvoir. Alors ils vont dénoncer, ils vont contester ces régimes qui sont en place. Et à partir de là, vous verrez que la majeure partie d'entre eux seront exilés. Et même ils vont frôler la mort parfois, parce que certains d'entre eux iront jusqu'à être enfermés, etc. Ils seront fatigués, et voilà, ils vont apparemment quitter le pays là où ils sont nés pour produire dans d'autres contextes. S'exiler, effectivement. Alors, plusieurs romans apparaissent aussi à cette époque. Des romans qui ont une importance capitale. Nos auditeurs et nos spectateurs aimeraient bien connaître quelques titres à retenir. Oui, parmi ces romans qui ont vu le jour dans cette période, nous pouvons citer Les Soleils des Indépendances de Amadou Kourouma. Nous pouvons citer aussi Violent était le vent de Charles Locan. Donc Le Pleurer rire de Henri Lopez, oui. Pas mal d'ouvrages qui ont vu le jour durant cette période. Et où il est question de dictature. Donc thématique dictature, mais aussi, nous pouvons avoir comme autre thème d'autres thèmes qui sont apparus dans cette troisième période. Oui. Il a parlé tantôt de dictature. Oui. Mais nous sentons en réalité qu'il y a d'autres thèmes qui apparaissent aussi.
évidemment, il y a d'autres thèmes. Voilà. Donc, alors, ça, c'est la dénonciation des régimes. D'autres thèmes, évidemment, parce que nous verrons aussi dans cette troisième période la prolifération d'une littérature qu'on va qualifier de littérature féminine. Pourquoi parfois, je taquine les jeunes filles ou jeunes dames, mais vous, là, vous attendez jusqu'à ce que les choses se règlent pour que vous vous leviez et vous dire que vous allez écrire. Pourquoi ne pas écrire au temps de l'époque coloniale où ça faisait chaud, ou bien même condamner les régimes en place. Mais il va falloir attendre. Alors, la thématique majeure, évidemment, c'est la dénonciation des régimes politiques en place. Et l'autre, évidemment, c'est lié à la situation dans laquelle vit, évidemment, l'écrivain lui-même. Si nous prenons l'exemple des femmes, vous verrez qu'ils vont s'intéresser essentiellement aux phénomènes sociaux. Alors, des cas comme la polygamie, des cas comme le phénomène des traditions, tradition, modernité, tous ces rapports-là, donc, vont évidemment être portés par cette littérature. Effectivement, féminisé vers les années 1970. Et une œuvre me vient en tête, une si longue lettre de Mariama Ba. Expliquez un peu, s'il vous plaît. Bon, une si longue lettre de Mariama Ba, en fait, est une œuvre qui reflète la réalité sénégalaise. Parce qu'en lisant une si longue lettre de Mariama Ba, c'est comme si on plongeait dans la société sénégalaise. Parce que Mariama Ba nous raconte la vie du couple. Les problèmes qu'il y a à gérer, la progéniture sur les enfants, et les problèmes qui existent aussi dans les mariages, la famille élargie avec la belle-mère, avec tous les problèmes qu'elle peut créer, qu'elle peut créer à la belle-fille. Alors c'est ce qui a poussé d'ailleurs même Aïssatou à vouloir quitter son mari, parce qu'en fait son mari lui a cherché une co-épouse, qui est tout simplement l'homonyme de sa belle-mère. Donc une si longue lettre nous reflète uniquement la réalité sénégalaise. Et à travers une si longue lettre, Mariama Ba, comme l'a dit tout à l'heure M. Diamanka, simplement s'intéresse aux problèmes auxquels les femmes sont confrontées. Donc, la polygamie, le divorce, le mariage, le levirage, etc. Donc, tous ces éléments-là sont débattus de long en large dans une si longue lettre de Mariama. Donc, littérature de révolte, littérature de prise de parole, on peut dire. Effectivement, c'est une littérature de prise de parole parce que je dirais la scène littéraire a été essentiellement dominée par le monde masculin. Alors il fallait quand même à un moment donné voir la figure féminine ou les figures féminines se lever quand même pour dire leur mot. Alors c'est là qu'on va voir des œuvres comme Mariama Ba, on la cite souvent comme exemple, mais je rappelle que au Sénégal, ce n'est pas encore le premier volume. Il publie son roman en 79. Aminata Sow Fall a déjà publié Le Revenant en 76. Voilà, donc je précise souvent ça aux élèves. Automatiquement, ils sortent Mariama Ba, première fille de Mariama Ba. Attention, il y a quand même l'aîné de Mariama Ba qui est là à côté, qui a déjà écrit son livre. Alors, tout ça, c'est lié au phénomène de la société. Notre professeur nous disait souvent, vous voulez comprendre vraiment ces textes-là, lisez les sociologues. Ce sont des phénomènes essentiellement liés à la société. Et alors, à partir de là, donc, ils vont donner le ton, voilà, réclamer quand même ce que nous entendrons par la suite sous l'expression de parité, etc. Donc c'est déjà esquissé par ces dernières-là, c'est-à-dire plus ou moyen d'égalité un peu de l'homme et de la femme, ou encore accorder une certaine autonomie au moins à la femme. Voilà donc essentiellement ce qu'elles mettent en exergue dans leur volume. Donc une troisième période dense, une troisième période aussi
riche. Le roman négro-africain donc parcourt l'histoire de la littérature négro-africaine. Mais au-delà de ce roman négro-africain, nous avons senti en réalité aussi une forte présence de la poésie négro-africaine, surtout donc sur le sobriquet de la négritude. Alors, revenons un petit peu sur la négritude, M. Gueye. Si nous devions définir ce que c'est que la négritude, que pourrait-on dire? Bon, rappelons d'abord que la négritude est un néologisme, un néologisme qui a été employé pour la première fois par Césaire, la négritude dans ce recueil de poèmes. Mais la négritude pourrait être définie comme étant l'ensemble des valeurs culturelles du monde noir. Donc c'est une manière de penser des Noirs pour réclamer, si vous voulez, pour montrer, n'est-ce pas, donc, aux Européens que l'Africain, soit donc, a une civilisation, soit donc une culture, l'Africain n'a rien à envier, soit donc aux autres races. Voilà, donc, je pourrais définir la négritude comme tout simplement étant l'ensemble des œuvres culturelles, civilisationnelles, si vous voulez, du monde. Oui, réhabilitation de la culture, révalorisation des auteurs, des œuvres. Bon, on peut citer comme auteur Senghor, Aimé Césaire, Damas, David Diop, Rabé Malandiar. Parmi les œuvres, n'est-ce pas, qu'on pourra citer, on peut citer Chandon, Senghor, Cahier d'un retour au pays natal de Césaire, Pigman, n'est-ce pas, de Damas, Coup de Piron de David Diop. Donc, poésie aussi de révolte, poésie de dénonciation. Le conte africain. Le conte, oui. C'est un genre littéraire. Nous savons que le conte, c'est un genre déjà qui a ses propres caractéristiques, comme tous les autres genres littéraires. À l'instar du roman, à l'instar de la poésie, il y a ce qu'on appelle aussi l'esthétique du conte. C'est-à-dire qu'il y a ses principes, etc. Et voilà, donc, c'est un genre éminemment riche d'ailleurs dans le contexte de la littérature africaine. Alors, le conte, si on parle du conte en littérature africaine, évidemment, on pense automatiquement à l'oralité. Alors, la société africaine étant une société de l'oralité, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Occidentaux nous taxaient donc de monde sans histoire, etc. Parce qu'ils considéraient que par littérature, on entend tout simplement un document écrit. Il ne peut être question de littérature sans écriture. Alors, des gens comme Birago Diop, qui d'autres, Bernard Tadjé, je pense bien, vont se lever pour évidemment trouver des récits liés à la culture, liés à la tradition africaine, qu'ils vont par la suite transcrire. Alors, à partir de cette transcription, voilà donc, on a l'oralité d'un côté et le conte va passer à l'écrit. Alors, c'est complexe, c'est un peu complexe. Parce que, évidemment, comme M. Eliade l'a dit, pour qu'un ouvrage intéresse un individu moderne, il faut qu'il soit écrit. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit sous forme d'écriture. Sans écriture, donc, quelle que soit l'importance de la thématique, l'œuvre ne peut pas intéresser donc assez un homme moderne. Alors à partir de là, ils vont se lever. Et vous verrez que dans le conte, c'est le mariage de l'oralité et de l'écriture. On emprunte la langue française, qui est évidemment la langue de base, c'est-à-dire à partir de laquelle on va transcrire les récits oraux. Et à partir de là, vous verrez aussi qu'il y a les langues locales qui agissent profondément. Tantôt donc on chante, tantôt on emploie des expressions de la langue de l'auteur, etc., etc. Alors à partir de là donc le conte
ne peut être caractérisé que dans son rapport de l'oralité et de l'écriture. Effectivement. Alors, la parenthèse de la langue africaine, ou des langues africaines dans la littérature négro-africaine, donc ce sera l'objet certainement d'une émission à part. Alors, nous sommes dans la troisième partie donc, de notre émission. Nous sommes toujours, vous nous suivez sur IDTV et vous êtes dans ma plume. Et nous recevons aujourd'hui M. Gueye et M. Diamanka, professeur de français ici dans la commune de Dara. Alors, pour finir, M. Gueye, quels sont les conseils que vous donneriez à vos élèves concernant la lecture? Donc, les conseils que je donnerai à mes élèves, c'est donner la lecture d'abord, d'avoir une volonté pour lire, parce que la volonté et parce que la lecture nécessite une volonté. Actuellement, avec la prolifération, n'est-ce pas, donc, des réseaux sociaux, il n'est pas facile de se concentrer sur un livre. Je leur demande tout simplement de consacrer au moins 30 minutes par jour à la lecture. S'ils le font, ils vont voir, n'est-ce pas, donc, les progrès qu'ils vont faire, aussi bien dans l'expression orale que dans l'expression écrite. En tout cas, c'est le conseil que je leur donne. Et j'exhorterai, en tout cas, les professeurs de français également à les pousser vers la lecture. Très bien. Alors, M. Diamanka, nous n'avons pas eu l'occasion de réellement toucher à notre roman de Vieux Nègre et la médaille de Ferdinand Oyono. Nous sentons en réalité que Oyono est un romancier de la seconde période qui s'est beaucoup intéressé maintenant à la dénonciation, comme vous l'avez bien expliqué, en insistant un tout petit peu sur le réalisme un tout petit peu qui s'est passé à la période coloniale. Mais nous allons au moins vous poser une seule question. Comment concevez-vous l'écriture de Oyono? Voilà. Oyono est un écrivain de la seconde période, c'est-à-dire appartenant à la littérature de dénonciation qu'on appelle généralement le procès du colonialisme. Alors, mais c'est un écrivain, je dirais, à part entière, qui fait plus ou moins exception, si vous voulez, dans l'écriture romanesque. Alors, lecteur de Zola, d'ailleurs, Oyono, son écriture, donc, se caractérise par un réalisme profond. Mais au-delà de ce réalisme, il y a quelque chose d'original qui attire ces Oyono. C'est quoi? C'est-à-dire son style d'écrire. Oyono, donc, dans sa condamnation du régime, ne condamne pas exclusivement le blanc. Il s'intéresse aussi à ses confrères noirs. Alors, il s'intéresse à ses confrères noirs. Comment arrive-t-il à faire ce mariage, ce va-et-vient entre société blanche et société noire? C'est par le procédé, évidemment, de l'ironie. Il y a le phénomène de l'ironie qui fait que si vous lisez Oyono, vous sentez effectivement que la plume en quelque sorte pique. Alors, il y a l'ironie, un phénomène qui caractérise le style de Oyono, et l'autre aspect dominant dans son style, significatif aussi dans son style, c'est l'humour. Oyono est un écrivain humoristique. Il va jusqu'à, si le héros, par exemple Mecca, qui est analphabète, évidemment il reproduit sa façon de parler. Alors, ses comportements face au blanc, Oyono n'oublie rien. Alors, avec l'humour et l'ironie, nous sentons que Oyono, en quelque sorte, fait exception vis-à-vis des autres écrivains, peut-être, qui se focalisent uniquement sur le réalisme plus ou moins supérieur. Oui, c'est vrai. Un plaisir de lire Oyono, l'ironie, l'humour, et surtout aussi, en réalité, la qualité de son écriture qui est totalement objectif. Alors, M. Gueye, nous sommes donc au terme de notre émission. IDTV a été enchanté de vous recevoir. Un mot pour la fin. Merci, M. Touré. Donc, peut-être remercier M. Diamanka, et c'était un plaisir pour moi de partager ce plateau donc, avec lui. Remercier aussi IDTV et saluer encore une fois cette initiative.
Donc, et je pense peut-être revenir encore une fois, voilà, donc une nouvelle fois sur ce plateau, afin de débattre sur d'autres sujets. Je vous remercie. Alors, M. Diamanka, le mot de la fin. Voilà, donc vous remercie et d'avoir pensé à nous, évidemment, pour débattre un tout petit peu sur la littérature africaine. Évidemment, une thématique extrêmement riche, extrêmement vaste. Alors, nous ne pouvons que nous en féliciter, vous remercier donc les téléspectateurs, évidemment, qui ont pris ou prendront le soin de nous suivre, et remercier UD TV. Mais j'attends encore une fois la définition de UD Télévision. Alors, Univers Jolof TV. Très bien, très bien. Jolof TV. Alors, donc, voilà, donc, remercier tout le monde et voilà. Voilà, alors, chers téléspectateurs, nous avons donc eu le plaisir de vous présenter encore une nouvelle édition sur Ma Plume. Nous remercions également tous ceux qui nous ont suivis et nous remercions également nos techniciens, les caméramans, les réalisateurs et tous ceux qui de près et de loin nous ont motivés à continuer à faire le travail. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission sur UDTV et surtout aussi pour apprendre le français, apprendre la langue française d'une autre manière. Merci beaucoup.